Une équation numérique d'inconnu x réel strictement positif. Voilà. Donc, dans la partie 1, on demande premièrement de montrer que cette équation possède une unique solution sur R plus étoile et que celle-ci appartient à l'intervalle fermé borné 1P, au segment 1P. Donc, on va montrer que l'unicité de cette équation. Donc, on pourrait considérer cette fonction. Donc, on peut poser h de x, la fonction log x plus x. Donc, on pourrait étudier ces variations. C'est pour voir, donc finalement, une telle question va se résoudre une fois cette fonction serait bijective et donc continue bien sûr pour couvrir un intervalle là où elle rencontrera la valeur P. Donc c'est ce qu'on va prouver finalement. Donc h de x est bien défini continu et dérivable sur, bien sûr, R plus étoile. Et cela, c'est par les propriétés de régularité de la fonction logarithme qui est bien définie continue dérivable sur R plus étoile. Sinon, la fonction x est une fonction polynomiale qui n'a aucun problème sur R. Elle est bien définie continue dérivable sur R. Donc, la somme sera en particulier définie continue dérivable sur R plus étoile. Et sa dérivée, bien sûr, donc, n'est autre que donc 1 sur x plus 1. Pour x dans R plus étoile, la dérivée est strictement positive. On dresse un tableau de variation pour regarder les variations de cette fonction. Donc x étant défini sur 0 plus l'infini. Donc on a la dérivée qui est positive, donc notre fonction qui est strictement croissante. La dérivée étant donc strictement positive. Et voilà, la fonction étant strictement croissante, donc et continue bien sûr, il suffit alors de rencontrer la valeur P dans l'intervalle image pour que la solution de cette équation soit un unique réel. Et puis on va voir comment ce réel-là appartient à un P. Donc voilà. Donc là, on va chercher la limite alors en 0. En 0, voilà, c'est 0 et puis il y a moins l'infini, donc c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini et plus l'infini des deux côtés du log de x, donc c'est plus l'infini. Et voilà, donc l'image, c'est égal à R. Donc on a h de R plus étoile, c'est-à-dire l'image de R plus étoile, égale à R. Donc P appartient à R. Voilà, donc ça doit rencontrer quelque part la valeur P. H étant continue, strictement croissante, donc alors elle réalise une bijection, de R plus étoile sur R, et P appartient à R comme on a dit, implique il existe un unique réel. Ici on demande de le noter XP, donc je vais le noter XP dès maintenant. Il existe un unique réel XP dans R plus étoile tel que H de XP est égal à P. Donc voilà, par bijectivité. La continuité, ici, on va plus expliquer tout cela dans le chapitre 3, mais ici, on peut l'utiliser bien sûr. La continuité, c'est la continuité qui a donné que l'image de cet intervalle, c'est exactement l'intervalle donc R, parce que notre fonction, elle va de moins l'infini vers plus l'infini en traversant toutes les valeurs ici. Donc voilà, c'est finalement le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, et la bijectivité aussi, donc la bijectivité et la stricte croissance a donné que cette solution est unique, c'est-à-dire cet l'antécédent de P est unique, l'unicité de l'antécédent de P. Et après, la vérification que ça appartient à un P se fait aussi, on peut, donc c'est finalement le théorème des valeurs intermédiaires, mais sinon on peut aussi, c'est-à-dire voir l'image donc de 1P, donc H de 1
c'est quoi? C'est log 1 plus 1, donc c'est 1, c'est 0 plus 1. Et h de p, c'est log de p plus p. Donc finalement, c'est supérieur ou égal à p, car p, lui, est dans n étoile. Donc log est positif. Log p est positif. Donc voilà. Donc implique finalement que, et p bien sûr est supérieur à 1. Donc p est supérieur à 1, inférieur à l'image. Donc p appartient à h de 1, h de p. Voilà. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on applique ici toujours grâce à la continuité de h, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a donc on a xp, l'antécédent de h, va appartenir exactement à un p. Sinon, si on ne veut pas utiliser, c'est-à-dire finalement l'argument c'est le théorème des valeurs intermédiaires, mais si on ne veut pas l'écrire de cette façon, on pourrait voir h strictement croissante, réaliser une bijection qui à son tour est strictement croissante aussi. Donc je pourrais dire p entre h de 1 et h de p, et j'applique h-1, et je trouve 1 inférieur h-1 de p, qui est égal à xp, inférieur à p. Donc on peut l'écrire de cette façon. Sinon, j'applique le théorème des valeurs intermédiaires et voilà, finalement, ça donne alors le résultat. XP appartient bien à l'intervalle au segment 1P. Deuxièmement, on demande de montrer que XP est croissante. Donc voilà, on demande de montrer que XP est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comparaison entre XP. On veut bien que XP soit inférieur à XP plus 1. Mais finalement, XP et XP plus 1, c'est les antécédents respectifs de P et P plus 1 par la bijection réciproque, par les antécédents respectifs par H. C'est-à-dire que ce sont l'image de P et P plus 1 par l'application H-1. Donc ici, on a bien établi la bijection. On pourrait utiliser alors la bijection réciproque de H. Donc, on va dire que P étant inférieur à P plus 1, H est croissante, strictement bien sûr, ce qui a permis d'établir la bijection, est stricte croissante, alors H-1, sa bijection réciproque, elle est aussi strictement croissante. Ça, c'est le théorème de la bijection qui le dit. Et voilà, donc on a alors H-1 de P est inférieur à H-1 de P plus 1. Mais H-1 de P n'étant autre que XP. Donc voilà, le XP, c'est finalement l'antécédent de P par la fonction H. Et voilà, et à son tour P plus 1, donc le H-1 de P plus 1, c'est le réel XP plus 1 qui est la solution de l'équation EP plus 1. Donc finalement, lorsque P varie, ces solutions de ces équations forment une suite indexée pour P dans n étoile. Donc voilà, et ça forme une suite. Donc une suite croissante. Ici, on l'a établi, on a dit qu'elle est croissante. Donc troisièmement, on va montrer que XP est équivalent à P. Donc ici, je rappelle alors la notion des suites équivalentes. Donc on dit que UN et Vn sont équivalentes, où UN est équivalente à Vn. Finalement, on peut établir que la relation est symétrique. Donc, on a établi ça dans le cours, que la relation est symétrique. Donc, on dit que UN et Vn sont équivalentes lorsque UN s'écrit comme étant Vn plus un petit taux de Vn, plus une suite négligeable devant Vn. Et cela revient à dire, que UN va s'écrire comme étant une suite AN fois Vn avec la suite AN tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est une façon de le voir aussi. Mais ça revient aussi à dire, ce qui équivaut à
Ce qui équivaut à dire que la limite du quotient est égale à 1. Donc finalement, ça c'est lorsque le quotient est bien défini, c'est-à-dire lorsque Vn, les termes de Vn ne s'annulent pas à partir d'un certain rang. Et là, on peut parler du quotient et ça revient à dire que le quotient tend vers 1. Donc finalement, en pratique, lorsque la suite Vn ne s'annule pas à partir d'un certain rang, donc en pratique, Un équivalent à Vn revient à prouver que Un sur Vn, le quotient, tend vers 1. La limite du quotient est égale à 1. Donc ça, c'est la notion d'équivalent. Donc on va établir l'équivalence entre xp et p. Pour montrer que xp est équivalent à p, il me faudra montrer que le quotient xp sur p ou p sur xp, tout dépend, donc l'un des deux, que le quotient tend vers 1. Donc on n'a pas mille relations entre p et xp, on a une relation à exploiter, c'est la relation de l'équation. Donc voilà, donc c'est troisièmement petit a. Donc la relation que je vais exploiter, c'est que log xp, c'est ce que je connais à propos de xp, donc log xp plus xp est égal à p. Donc voilà, c'est ce qu'on connaît à propos de xp. Et on sait que xp est croissante, c'est ce qu'on sait jusque-là. Donc si je vais diviser xp par p ou p par xp, je pourrais penser à diviser p par xp, donc p par xp, ça sera 1 plus log xp sur xp. Donc c'est ce qu'on voit. On voit que p sur xp égale à 1 plus log xp sur xp. Donc on aimerait bien que cela tend vers 0. On aimerait bien le faire tendre vers 0. Donc ça serait possible que ça tend vers 0, ça serait possible en deux cas, ou bien xp tend vers 1, voilà, ou bien xp tend vers l'infini, pour faire tendre cette quantité vers 0. Ou bien la limite de xp est égale à 1. Donc ici, parce qu'on connaît que xp admet une limite. Donc on n'a pas ici xp est croissant, donc ça admet une limite. Donc sachant que ça admet une limite, il y a deux façons de faire pour montrer que log xp sur xp tend vers 0. On a deux cas en fait, on a deux cas possibles. Ou bien xp tend vers 1, et là ça sera 0, ça sera log 1 sur 1, donc ça sera 0, ou bien xp tend vers l'infini pour avoir pour avoir log x sur x avec x tend vers l'infini, donc la croissance comparée de log et de x donne que la limite est nulle. Donc ici, sachant que xp admet une limite, donc on va voir que finalement on revient à l'un de ces deux cas qu'on a bien cités maintenant. Donc on va dire xp est croissante, et encore je sais que xp appartient à un p, c'est-à-dire supérieur à 1. Alors xp admet une limite, alors xp admet, donc la suite xp admet une limite, elle sera ou bien limite réelle ou bien plus l'infini. Donc c'est ce qu'on sait à propos d'une suite croissante. Donc admet une limite L, et cette limite L, elle serait, bien sûr, elle serait supérieure à 1, comme la suite, et jusqu'à, donc, plus l'infini, donc l'intervalle de R bar, 1 plus l'infini fermé de R bar, c'est-à-dire cette limite peut être aussi plus l'infini. Donc on va essayer de voir les cas, donc les cas possibles. Voilà. Donc on peut voir si limite xp est égal à L réel. Donc je vais voir si c'est un réel. Donc j'exploite mon équation. Donc dans ce cas, log xp plus xp tend vers, bien sûr, log de la limite, log de L dans 1 plus l'infini, ça tend vers, log de xp plutôt, ça tend vers log de L. Log étant une fonction continue. On va détailler tout ça dans le chapitre 3. Donc ici, je peux appliquer la limite. Je sais que log xp tend vers log L plus L. De l'autre côté, donc ça c'est une quantité finie. Ça c'est une quantité finie qui appartient à R. De l'autre côté, ça c'est égal à P. Et ça c'est limite lorsque P tend vers plus l'infini. Donc lorsque P tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, il y a une contradiction avec le fait que la limite est un nombre réel fini. On ne peut pas avoir cette limite-là en passant à la limite dans l'équation. Donc d'un côté c'est plus l'infini, de l'autre côté c'est un réel fini. Ce qui prouve alors
Donc, cela est impossible. Cela est impossible. Ce qui prouve alors que, la limite de xp, il y a un seul cas donc possible ici, limite de xp serait plus l'infini. Lorsque p est envers plus l'infini, bien sûr, limite de xp sera égale à plus l'infini. Implique, ça y est, on a montré le résultat, implique que p sur xp, qui est bien égal à 1 plus log xp sur xp, va tendre vers 1 lorsque p est envers plus l'infini, comme on l'a dit donc ici, car on va avoir que limite log x sur x, log xp sur xp, va être égale à 0, bien sûr, du moment où xp tend vers plus l'infini. Très bien, ça y est, on a montré que le quotient tend vers 1. Alors, donc, xp est équivalent à p, ou p équivalent à xp, la relation est symétrique, donc on peut écrire dans les deux côtés p équivalent à xp ou xp équivalent à p. Donc, après, on nous demande alors de calculer la limite xp plus 1 moins xp. Donc voilà, donc on devrait calculer la limite xp plus 1 moins xp. On pourrait alors exploiter la relation. Donc on n'a pas beaucoup de relations ici qui nous présentent le xp. Ici, cette suite xp, ce genre de suite a un nom, ça s'appelle les suites implicitement définies. C'est-à-dire on définit une suite comme étant une suite formée de nombres comme étant solution à une équation, donc cette équation, et puis cette suite-là, on ne connaît pas la valeur, on pourrait connaître là où ça appartient, comme on a vu que les xp, pour chaque p, ça appartient à un p, donc en gros, les xp appartiennent à 1 plus l'infini, donc voilà, et puis on peut connaître quelques propriétés, telles que la croissance ici, on a pu connaître un équivalent, mais finalement on ne connaît pas l'expression exacte de xp. C'est-à-dire xp, on l'a connu comme étant une solution d'une équation. Donc ça s'appelle une suite définie implicitement, d'une façon implicite qui n'est pas explicite, c'est-à-dire que l'expression n'a pas été explicitée. Donc ici, on est en train d'essayer de trouver des propriétés sur cette suite xp. Donc comme première propriété, on a trouvé la limite, on a trouvé un équivalent. Encore, on veut trouver la limite de la différence des deux termes consécutifs, xp plus 1 moins xp. Donc on va chercher avec la relation qu'on a. Donc xp plus 1 moins xp, ça c'est égal à p plus 1 plus moins log xp plus 1. Donc là j'ai écrit la relation entre p plus 1 et xp plus 1. Donc toujours xp ça sera p moins log xp. Donc j'ai essayé d'écrire ça, moins p, ça va être plus log xp. Donc très bien. Voilà, et là j'aurai 1 moins log xp plus 1 sur xp. Ou au contraire, log xp sur xp plus 1. L'essentiel ici, j'ai 1 moins un truc, donc on ne connaît pas la limite ici à l'intérieur. Mais ici, le quotient xp plus 1 sur xp, en fait, on peut remarquer que xp étant équivalent à p, et xp plus 1, bien sûr, équivalent à p plus 1. Donc voilà, là on a fait une règle générale dans les équivalents. Si un est équivalent à Vn, alors toute sous-suite de un, u phi n, sera équivalente à la sous-suite v phi n de v. Donc, c'est-à-dire, donc les deux sous-suites seront équivalentes. Donc ici, on peut voir ça comme des sous-suites, c'est-à-dire, au lieu de p, c'est p plus 1. Donc finalement, si xp est équivalent à p, xp plus 1 sera équivalent à p plus 1, c'est tout. Donc lorsque p tend vers plus infini, bien sûr. Et n'oublions pas que p est équivalent à p plus 1. Bien sûr, règle générale, tout polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Donc ici, p est équivalent à p plus 1. Par un simple quotient, on remarque que la limite est égale à 1. Donc ça y est, xp plus 1 équivalent à p plus 1, qui lui est équivalent à p, qui lui est équivalent à xp. Ça implique alors, ça implique que xp est équivalent à xp plus 1. Très bien, le quotient tend vers 1. Ça y est, donc alors, log xp plus 1 sur xp, donc à l'intérieur du log, ça tend vers log 1 est égal, c'est-à-dire 0, lorsque p tend vers plus infini, car xp plus 1, par ce fait, sur xp tend vers 1, lorsque p tend vers plus l'infini. Très bien, et log étant une fonction continue. Donc là,
lorsqu'on applique une fonction continue. On va le détailler dans le chapitre 3. Finalement, pour la question petit c, on demande de trouver un équivalent simple à log xp, puis d'écrire xp sous la forme p moins log p plus petit o de log p. Une écriture, ce genre d'écriture, on l'appelle des écritures asymptotiques, c'est-à-dire qu'on va décrire le comportement de xp en l'écrivant sous la forme de fonctions de suite connues, formées de p, log p, etc. xp étant donc une suite implicite, il est très intéressant de voir ou de voir son comportement à l'aide de suites quand même explicites connues. Donc c'est bien de voir xp sous la forme p moins log p plus petit o de log p. Donc au début, on doit trouver un équivalent à log xp. Ici, on peut utiliser la proposition du cours qui dit que lorsque un est équivalent à vn et un positif à partir d'un certain rang, avec limite un, c'est-à-dire limite un existe, et qu'elle soit, donc, qu'elle varie de 0 à plus l'infini, elle peut même être plus l'infini, l'essentiel qu'elle ne soit pas égale à 1. Donc, si on a ces trois hypothèses, ça va impliquer que log un équivalent à log vn. Ce sont trois hypothèses suffisantes pour appliquer donc le log sur l'équivalent. Équivalence avec positivité. Ici, on a parlé de positivité de un, mais la positivité de un va entraîner la positivité de vn à partir d'un certain rang, parce qu'on a bien dit propriété du cours, deux suites équivalentes en même signe à partir d'un certain rang. Donc voilà, le signe, c'est le même. Et puis, côté limite aussi, deux suites équivalentes en même limite lorsque la limite existe. Sinon, lorsque la limite n'existe pas, les deux n'admettent pas de limite, c'est-à-dire qu'elles se comportent de la même façon vis-à-vis l'existence d'une limite et vis-à-vis la valeur de la limite. Donc finalement, si un admet une limite de cette façon, donc Vn va admettre la même limite. C'est pour ça qu'on parle de un, on ne parle pas de Vn, finalement, parce que ça concerne les deux, par équivalence. Donc ici, on pourrait l'appliquer directement et dire que xp étant équivalent à p, voilà, strict positif, étant vers plus l'infini, qui n'est pas une limite égale à 1, on doit bien signaler que c'est différent de 1, pour bien dire qu'on est en train de bien appliquer les hypothèses. Et bien sûr, la positivité, ça c'est dès le début, elles sont même supérieures ou égales à 1. Et puis, donc ça donne que log xp est équivalent à log p immédiatement. Donc voilà, ça c'est un équivalent simple à log xp. Sinon, si on a oublié cette proposition du cours, on pourrait l'établir à la main, c'est-à-dire donc voir que xp est équivalent à p. Donc essayer de montrer que log xp sur log p va tendre vers 1. Essayer de montrer que ça tend vers 1. Donc on va essayer de voir le quotient xp sur p. Pour le voir, on pourrait intercaler. Donc voilà. C'est-à-dire ajouter et retrancher log p. Et là, ça sera quoi? Ça sera donc d'un côté log p sur log p, ça c'est 1, plus log du quotient xp sur p sur log p. Et là, ça tend vers 1, c'est-à-dire ça tend vers 1 plus. Donc ça tend vers log 1, qui est égal à 0, sur, ici c'est plus l'infini. 0 sur l'infini c'est 0, donc la limite est égale à 1. Donc finalement, la limite est égale à 1. Donc voilà, et on peut montrer que log xp est équivalent. Donc log xp est équivalent à log p par une méthode de calcul. Donc ou bien on peut faire ça. Donc sinon, on peut appliquer une proposition du cours. Voilà. Donc l'essentiel, log xp ici est équivalent à log p, c'est un équivalent simple à log xp. Et puis on va déduire que xp s'écrit de la sorte. Donc on a bien dit dans la définition de l'équivalent, un équivalent à vn, on le voit, donc ça veut dire que un s'écrit comme étant vn plus petit o de vn. Donc finalement c'est quoi? Log xp, comment on va l'écrire ici, s'écrit log p plus petit o de log p. Donc il faut réfléchir à cette écriture, c'est l'écriture de définition de l'équivalence. un est équivalent à vn, cela veut dire que un s'écrit comme étant vn plus une quantité négligeable devant vn, c'est-à-dire petit o de vn. Donc log xp équivalent à log p, ça implique que log xp est égal log p plus petit o de log p. Donc ça implique, voilà.
Et puis, ça donne alors, ça y est, donc xp qui, elle, est égale p moins log xp, donc d'après l'équation, ça d'après EP, d'après l'écriture de EP. J'utilise toujours les relations données par l'équation EP. Ça y est, donc ça donne que xp est égal p moins, et puis je remplace par donc p moins log p. Donc vous voyez ici, j'écris pas moins petit o parce que moins un petit o, ça c'est plus un autre petit o, donc c'est toujours plus petit o de log p. Très bien, et on obtient l'écriture demandée. Donc on a obtenu une écriture asymptotique pour xp. Dans la partie 2, donc on va étudier une suite récurrente dans cette partie. Donc on fixe P dans n étoile, fixé, et puis bon, on demande au début de vérifier donc c'est une inégalité, donc inégalité du cours. Bon, ici on dit la vérifier quel que soit x supérieur à 1 parce qu'on a besoin après de x supérieur à 1, mais sinon c'est une inégalité connue pour tout x strict positif. Donc log x est inférieur à x moins 1. Donc cette inégalité, donc on peut l'établir à l'aide d'une étude d'une fonction. Donc c'est une inégalité connue comme on l'a dit. Ici donc on demande de la vérifier pour la rappeler, mais sinon sinon on demande vivement de la prendre parce que c'est une inégalité très connue. On a bien dit que cette inégalité, on voit aussi qu'elle peut se transformer en celle-là, donc en exponentielle t, donc exponentielle t qui est supérieure à t plus 1. C'est-à-dire on peut voir, ça c'est une inégalité disons symétrique. Cette inégalité par symétrie par rapport à la bisectrice, on voit cette inégalité, on le voit comme ça. Donc vous avez le log. Pour retenir cette inégalité, c'est bien de le voir avec une représentation graphique. Ça, c'est la droite y égale à x moins 1. Donc voilà la fonction log. Voilà. Elle est au-dessous, donc inférieure à x moins 1. Elle est tangente au point 1, comme ça. Et puis, il y a la fonction exponentielle par symétrie. Donc ça, c'est la bisectrice. Et par symétrie à la bisectrice, ça, c'est la fonction... Ça, c'est la droite x plus 1. Ça, c'est la droite x plus 1. Et puis là, c'est la fonction exponentielle symétrique à la fonction log et qui est supérieure ici à cette droite qui est tangente en ce point. Donc, la fonction exponentielle. Donc, voilà des inégalités, quand on a dit des inégalités connues, qu'on demande vivement de les apprendre. Parfois, on en a besoin et parfois, dans l'énoncé, on peut ne pas les rappeler. Donc, voilà. Donc, après ce vérificatif, on va considérer f de x est égal p moins log x. Donc, la fonction f p moins log. Pour p fixé, fonction définie sur R plus étoile, bien sûr, avec donc, la définition du log. Et puis, on demande de déterminer les points fixes de f. Les points fixes, on rappelle que ça veut dire un point fixe. Un point fixe d'une fonction, c'est un point qui vérifie f de x égale à x. Donc, f de x égale à x, équivalent à dire, et bien sûr pour x dans R plus étoile, équivalent à dire p moins log x est égal à x, ce qui est équivalent à dire à x plus log x est égal à p. Ah, ça c'est équivalent à dire que x est égal à xp. Donc finalement, l'unique solution de cette équation. On revient à l'équation EP. Donc on se trouve exactement avec l'équation EP. Donc unique solution, c'est le réel noté xp. Pour chaque p fixé, unique solution, c'est xp. Donc, et puis, on va définir alors la suite un définie par, donc la suite un, n dans n, définie par u0, un réel quelconque dans le segment 1p, et pour tout n dans n, un plus 1 s'écrit de la forme f de un. Pour tout n dans n. Voilà, donc on a défini une suite récurrente. Une première question est de démontrer que cette suite est bien définie. Qu'est-ce que ça veut dire bien définie? C'est-à-dire, donc ici, un théorème du cours dans la définition des suites récurrentes qui dit que votre suite sera bien définie du moment où la fonction laisse l'intervalle de départ stable, c'est-à-dire l'intervalle là où on choisit la valeur initiale.
Donc ça, c'est une condition suffisante pour prouver la bonne définition de notre suite. Donc on va l'utiliser. On va chercher l'image de cet intervalle. 1P par F. Voilà. Donc voilà. Je pourrais le chercher directement par, donc f de x, on la voit c'est p moins log x, donc ça c'est constante. Donc on sait que ln est croissante. Alors, moins log est bien décroissante. Voilà. Implique, plus une constante, ça reste décroissante, implique que f est bien décroissante, même strictement. On peut même dire strictement. Strictement, et là c'est décroissante strictement aussi. Donc, et continue, la continuité, elle donne l'image de l'intervalle. Et continue, alors, l'image de 1p par f est exactement égale. Donc, l'image ici est exactement égale f de p, strictement décroissante, donc f de p, f de 1. Donc là, c'est égal à quoi? F de p, c'est quoi? C'est p moins log p. Voilà. Et puis, f de 1, c'est p exactement, c'est p moins log 1. Donc, on a obtenu l'image p moins log p. Voilà. Et là, on doit justifier que c'est inclus dans 1p. Donc, on doit justifier cette inclusion. Donc voilà. Et là, donc p moins log p. Je reviens à quoi? Je reviens à l'inégalité qui parle de log x qui est inférieur à x moins 1. Donc finalement, x moins log x est supérieur à 1, c'est ça. Donc p moins log p. Donc p moins log p moins 1. Et donc p moins log p moins 1 est supérieur. Donc est supérieur à 0 d'après l'inégalité demandée en petit 1. D'après l'inégalité de petit 1, p moins log p moins 1 donc, est supérieur à 0. Donc on va écrire une égalité log x inférieur à x moins 1 et là c'est log p est inférieur à p moins 1. Donc voilà p moins log p moins 1 qui va être supérieur à 0, c'est-à-dire que p moins log p sera supérieur à 1. Très bien, implique que l'intervalle image p moins log p, donc l'intervalle image est inclus dans 1p. Donc voilà, très bien. Et c'est ce qu'il fallait démontrer pour montrer la bonne définition. Et pour montrer aussi que un reste incluse dans 1p. Alors, 1p est stable par f, par la fonction f, et donc d'où un est bien défini. C'est une suite bien définie, c'est-à-dire que tous les termes existent, est bien défini, et un tout entière, toute la suite, elle reste incluse dans le segment 1p. C'est-à-dire pour tout n, le terme un appartient à 1p. Ça, c'est par le théorème du cours qu'on peut utiliser juste la stabilité de l'intervalle pour montrer qu'elle est bien définie et qu'elle appartient à 1p. Sinon, on peut le faire par récurrence. C'est-à-dire par récurrence, on prend U0, il est bien défini, il appartient à 1p. Puis, on suppose à chaque ordre n que le terme un est bien défini, c'est-à-dire qu'il existe. C'est ça la bonne définition. Qu'il existe pour chaque n, bien sûr qu'il est unique pour chaque n aussi. On n'oublie pas que la suite est une application. Hein. Pour qu'elle soit bien définie, il faut pour chaque n que l'existence d'une image est d'une image unique. Voilà, donc un qui est bien défini, c'est-à-dire qui existe et qui est bien unique, et puis on montre que, et qui appartient à un p bien sûr, et puis on montre que f de un, qui est égal à un plus 1, aussi qui existe et qui est unique, et qui va vérifier l'appartenance à un p. Mais finalement, on revient à ça. Pour montrer que n plus 1 appartient à un p, on trouve que n plus 1 appartient à cet intervalle, et ça revient à montrer que cet intervalle est inclus dans 1p. Donc finalement, si on exploite le cours et on utilise le fait que l'intervalle est stable, et là directement, on trouve que la suite est bien définie. Donc c'est ça la question. La question
Le but de la question, c'est la stabilité de l'intervalle pour montrer la bonne définition de la question. Donc, petit b, montrer que les suites U de n et U de n plus 1 sont convergentes. Donc ici, comme on a dit, donc je vais un peu résumer les règles du cours qui parlaient des suites récurrentes. Donc on a vu que donc, f de i inclus dans i, ça donne la bonne définition de la suite, c'est-à-dire que la suite bien définie de la suite, et ça donne que la suite reste dans i, dans l'intervalle i, l'intervalle de départ, là où on a choisi U0. Après, il y a donc le comportement de f et son influence sur le comportement de un. Donc, lorsque f de x est supérieur à x, on aura un croissante. C'est parce que un plus 1 sera supérieur à un. Lorsque f de x est inférieur à x, on aura un décroissante. Donc, inférieur donnera décroissante. Si on n'a pas une comparaison entre f de x et x, la monotonie de f, lorsque f est croissante, ça n'implique pas que un est croissante, mais ça implique que un est monotone. Et là, sa monotonie, elle sera, selon la situation, vous pourrez comparer U0, si U0 inférieur à U1, donc UN sera croissante. Sinon, si c'est supérieur à U1, UN sera décroissante. Mais l'essentiel, lorsque f est croissante sur I, on sait que UN est monotone. Après, lorsque f est décroissante, qu'est-ce qu'on a? On remarque que les sous-suites, si on note Vn égale U de n, la sous-suite Vn, si on écrit Vn plus 1, on va trouver que Vn plus 1, c'est U de n plus 2, c'est ça Vn plus 1, et qui va être égal à f U de n plus 1, qui, elle, est égale à f rond f de U de n, c'est-à-dire f rond f de Vn. Et là, la suite Vn elle-même, elle sera définie avec une relation donc de la forme Vn plus 1 égale à G de Vn, mais ici G c'est égal à f rond f. L'application c'est f rond f. Et lorsque f est décroissante, f rond f est croissante. Et on revient à ce cas. Donc V de n sera monotone aussi. Donc de la même façon, si on pose la sous-suite U de n plus 1, elle sera de la même façon, c'est-à-dire le Wn plus 1 qui sera U de n plus 3 sera égal f rond f finalement de Wn, c'est-à-dire f rond f de U de n plus 1. Et finalement, donc Wn aussi, elle sera définie avec la même relation et f rond f est croissante. Donc ici, ce qu'on remarque est la chose suivante, que U de n et U de n plus 1 seront monotones de monotonie opposée. Donc Vn et Wn seront monotones de monotonie opposée. Donc leur monotonie, etc., elles sont définies, elles sont détaillées dans le cours avec une démonstration de ces résultats, démonstration par récurrence. Mais l'essentiel est de retenir maintenant ce résultat. Elles sont monotones de monotonie opposée. Le retenir pour l'exploiter. Donc ici, dans notre cas, on va l'exploiter parce qu'on est dans le cas f décroissante. On a bien dit f décroissante. Donc ici, j'ai rappelé. Donc, si je vois les cas. Donc, une première étape, c'est la définition, elle est due à la stabilité. Une deuxième étape, c'est on se met dans l'une des trois situations. On est ou bien dans cette situation, ou bien dans cette situation, ou bien dans la troisième, pour voir les propriétés de la suite UN ou de sous-suite. Bien sûr, on sait bien que ces deux sous-suites-là sont décisives, c'est-à-dire qu'elles peuvent décider. Donc, elles peuvent décider du comportement de UN, du sort de UN. Elles peuvent, donc, si elles convergent toutes les deux vers une même limite, alors UN sera convergente. Si toutes les deux, elles ont des limites différentes, alors voilà, UN sera divergente. Donc voilà, on peut alors, à l'aide de ces deux sous-suites, prouver beaucoup de choses à propos du UN. Finalement, en cas de convergence, un théorème qui donne en cas de convergence, un théorème de convergence des suites récurrentes, le théorème de convergence, en cas de convergence, on vous dit si UN converge vers L, est très important et F est continu en L, sans la continuité rien ne marche, et F est continu en L, alors
le point L vérifie f de L égale à L. Si une suite définie de la sorte est convergente vers un réel L et que f soit continu en ce réel, alors ce réel-là est un point fixe de f. Ça, c'est le théorème de convergence des suites récurrentes. Donc, ce sont les résultats des suites récurrentes. Il n'y a pas d'autres résultats qu'on connaît d'après le cours des suites récurrentes. Voilà. Donc, à partir de là, comment je vais alors donc parler de U2n et U2n plus 1 dans ce cas? Là, on est dans le cas f est décroissante. Donc voilà, on est dans le cas où U2n et U2n plus 1 sont bien monotones de monotonie opposée. Donc on va le dire. Donc, ça c'est 3 petits b. F étant décroissante, on a parlé de ça dans le petit 1, f étant décroissante, bien sûr, si on ne l'a pas fait dans le petit 1, on doit le faire maintenant, on doit voir que f est décroissante. Donc f étant décroissante sur, on travaille sur l'intervalle 1p, voilà. Alors, ça c'est un résultat du cours, alors U2n et U2n plus 1 sont monotones de monotonie opposée. U2n et U2n plus 1, voilà comme on l'a dit, seront monotones de monotonie opposée. Voilà. Donc, sachant qu'elles sont monotones, justement, donc sachant qu'elles sont monotones, donc, et qu'elles appartiennent, donc qu'elles sont toutes les deux incluses dans le segment 1P, c'est-à-dire borné. P ici est vu comme fixé, hein. P est fixé bien sûr, donc elles sont bornées. Ces deux suites, donc ce sont des suites sur n, et P ici est vu comme fixé. C'est pas comme dans le cas de XP. Hein. Dans le cas de XP, XP était bien dans 1P, mais la suite XP n'était pas bornée. Voilà, parce que P varie. P, c'est l'indice de la suite. Justement, donc ici, U2n et U2n plus 1 est inclus dans 1P, alors borné, suite monotone et bornée, alors elles convergent vers, ici on les appelle alpha et bêta, vers alpha et bêta qui sont elles aussi dans l'intervalle donc 1P. Ok, ici donc dans la version qui a été mise dans la série de TD, il manque en fait 2 dernières questions. Donc que je vais ajouter ici, c'est le but du problème. Maintenant, le but c'est la suite UN. Donc ici, une question C, qui demande en première étape de montrer que f alpha égale bêta et que f bêta est égal à alpha, comme première question. Deuxième question, ça demande de déduire. Donc ici, c'est montrer que f alpha égale bêta, f bêta égale alpha. Comme deuxième question, on demande de déduire que alpha égale bêta. Donc voilà. Et dernière question, on va déduire finalement la convergence de UN. Donc voilà. Déduire la convergence de UN vers XP. Voilà. Très bien. Donc ici, ce sont comme on a dit, les questions qui manquent. Donc on va répondre. Première question, comment montrer que f alpha égale bêta et f bêta égale alpha? Quelle relation déjà entre alpha et bêta? Ici, alpha c'est limite U2n. Donc alpha, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de U2n. Et bêta, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini de limite de U2n plus 1. Quelle relation entre U2n et U2n plus 1 pour y faire intervenir alpha et bêta? Ce qu'on sait, c'est la chose suivante. U2n plus 1 égale f de U2n. Très bien. Et là, on a U2n tend vers alpha. Alors, f de U2n tend vers f alpha. Donc, ce problème-là, lorsqu'il a été posé en examen,
On a bien vu les propriétés de la continuité. Donc là, c'est une propriété des fonctions continues. On peut appliquer donc la limite, on dit f de u de n tend vers f alpha lorsque f est continu en alpha. Ici, car f est continu. Ici, f est continu sur r plus étoile, car f est continu. Donc ce passage est justifié par la continuité de f. Donc comme je vous ai dit, ce problème-là, lorsqu'on l'a posé en examen, il réunissait le chapitre 2 et une partie du chapitre 3 qui parlait des continuités des fonctions. Donc et là, les étudiants connaissaient ce théorème. Donc ce théorème qui explique le passage à la limite par la continuité de la fonction. Donc u de n tend vers alpha, f est continu, alors f de u de n tend vers f alpha. Ce côté-là, le passage à la limite donne bêta. Donc bêta égale à f alpha, bien sûr, par unicité de la limite. Donc c'est un passage à la limite. Voilà. Ça, celui-là est justifié par f est continu. Et celui-là, c'est un passage à la limite qui s'appelle bêta. Très bien. Donc bêta égale à f alpha. Alors, même méthode, si on veut prouver que alpha égale à f bêta. Donc finalement, même procédure. Donc on peut écrire u de n plus 2 égale f de u de n plus 1. Et finalement, u de n plus 2, c'est la même chose que u de n, la même limite. Donc ça donne alpha de ce côté. Et de ce côté-là, même passage, f bêta, toujours, car f est continu. Bien sûr, sur R plus étoile. Et alpha et bêta appartiennent à R plus étoile. Donc sur R plus étoile. Et alpha appartient à R plus étoile. Donc je dois bien justifier que le point en question est bien dans l'intervalle là où j'ai appliqué la continuité. Donc f est continu sur R plus étoile et alpha est bien dans R plus étoile là où j'ai appliqué la continuité. Donc voilà, ici aussi c'est la même chose. Après voilà, donc ça donne les égalités demandées. Donc bien sûr, limite lorsque n tend vers plus l'infini, ce sont toutes des limites lorsque n tend vers plus l'infini, bien sûr. Deuxième question, 2i, on nous demande de déduire que alpha égale à bêta. Donc après avoir montré que f alpha égale bêta et f bêta égale alpha, on nous demande de montrer que alpha égale à bêta. Donc on va exploiter les relations qu'on a. Donc f alpha égale bêta et f bêta égale alpha. On va voir ce que ça donne. Donc je vais remplacer par l'expression de f alpha. Donc p moins log alpha va être égal à bêta et p moins log bêta va être égal à alpha. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec cela. Peut-être bien on fera une différence des deux expressions. Donc voilà, j'aurai alors bêta moins alpha égale log bêta moins log alpha. Donc ça impliquerait ça. Voilà, fini pour l'équivalence, ça y est. Donc on a fait la soustraction des deux lignes. Donc ça implique quoi? Ça implique que, peut-être bien je regrouperai les bêta ensemble et les alpha ensemble. Ça donnera bêta moins log bêta égale alpha moins log alpha. Bon, ce qu'on remarque ici est que ça donne ici les deux images de alpha et bêta par une même fonction. Si on pose la fonction g de x, qui est égale ici x moins log x, je remarque qu'on a eu une égalité. On a eu ici g de bêta égale à g de alpha. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Si par exemple, G réalise une bijection sur l'intervalle en question, qui est l'intervalle 1P par exemple, donc j'aurai l'obligation que bêta soit égal à alpha. Donc par une étude de cette fonction G, qui est bien une fonction usuelle, très simple à étudier, je pourrais avoir des informations. Est-ce que cette égalité me donnera que alpha égale bêta? Et c'est ce qu'on souhaite ici pour montrer que alpha égale bêta. Donc je vais faire une rapide étude de cette fonction. Donc G est bien défini, continu dérivable sur R plus étoile. Donc sur R plus étoile. Et G' de x sur R plus étoile n'est autre que donc 1 moins 1 sur x. Donc ce 1 moins 1 sur x, donc
il est comment sur 1P? On n'oublie pas, donc n'oublions pas qu'on est sur le segment 1P, donc là où on peut alors ne pas étudier notre fonction sur R plus étoile. Ce qui nous intéresse, c'est là où se trouvent alpha et bêta. On aimerait bien que notre fonction G soit bijective sur, réaliserait une bijection, donc sur cet intervalle. Donc voilà, pour x supérieur à 1, cette quantité-là est inférieure à 1 et cette dérivée est positive, nulle au point x égale à 1. Donc, g' de x est égal à 1 moins 1 sur x et bien positive pour x dans 1p. Et g' ne s'annule qu'au point 1. Donc, résultat connu, lorsque votre dérivée ne s'annule qu'en un seul point sur votre segment, un seul point ou deux points, ou même trois, nombre fini, c'est-à-dire pas forcément un nombre fini, l'essentiel un nombre qui ne constitue pas un intervalle. Donc ici, un point. Donc, s'annule en un seul point et positif strictement sur le reste de l'intervalle. Et là, alors, G est strictement donc croissante sur l'intervalle 1P, d'où elle réalise une bijection de 1P sur son image. Ici, je ne m'intéresse pas trop c'est quoi l'image, l'essentiel que j'ai montré la bijectivité, c'est-à-dire, je pourrais alors parler de la bijection réciproque, c'est-à-dire G de alpha égale G de bêta, j'applique la bijection réciproque des deux côtés, j'ai le droit alors, donc, et j'aurai alpha qui est égal à bêta. C'est-à-dire, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire, une fois qu'elle est bijective, si alpha est différent de bêta, on ne peut pas avoir G de alpha égale G de bêta. Donc, une fonction qui est bijective ne va pas refaire ses valeurs. Elle ne refait pas ses valeurs. Si G alpha égale G bêta, alors forcément alpha égale à bêta. Donc ça y est, on a montré l'égalité alpha égale à bêta. Dernière question, comme on a dit, c'est déduire que UN converge vers XP. Donc finalement, U2N et U2N plus 1 convergent vers la même limite. Parce que alpha égale bêta. Vers la même limite, alpha qui est égal à bêta. Donc la même limite alpha ou bêta, elle peut s'appeler maintenant alpha ou bêta. Ces deux points sont égaux. Donc ça y est, alors UN, puisque U2N et U2N plus 1 convergent vers la même limite, alors UN converge aussi vers cette limite. Converge aussi vers cette limite. Mais on a dit, donc vers cette limite, je vais l'appeler vers cette limite alpha. Donc, mais bien sûr, tel qu'on l'a dit, dans le théorème, donc là où on a parlé donc en cas de convergence, donc voilà le théorème. En cas de convergence, si votre suite converge vers L et votre fonction f, avec laquelle on a défini la suite, donc est bien continue en L, alors le point L sera un point fixe de f. Donc voilà. Et là, on répond en disant que or, f est continu en alpha, qui appartient à 1P, parce que f est bien continu sur R plus étoile, donc, et parce que alpha est dans R plus étoile, alors, alpha est un point fixe de f, c'est-à-dire, cette limite alpha est égale xp. Donc ici, vous voyez, la convergence, c'est la moitié du travail. Il y a une moitié de travail avec alpha égale à xp, c'est le fait de dire que f est continu en alpha pour pouvoir appliquer le théorème qui dit si votre suite UN tend vers L, alors f de L égale à L, ça nécessite, donc on doit lui ajouter la continuité en alpha pour avoir la relation donc f de alpha égale à alpha, c'est-à-dire alpha point fixe de f, c'est-à-dire alpha égale à xp, les points fixes de f qu'on a cherché dans une question précédente. Voilà. Très bien, et finalement, ça y est, on a montré la convergence de la suite UN.
Donc c'est ça le problème. Alors le problème posé dans le devoir en décembre 2000, c'était en décembre 2016, qui est alors l'exercice 14 de votre TD. C'était un problème numéro 1, c'est pas la totalité de l'examen, c'est la moitié de l'examen. Donc voilà. Et qui finit alors par la convergence d'une suite récurrente.